Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions. Comment interpréter ce que dit Einstein? L'imagination est plus importante que la connaissance, car c'est elle qui détermine notre avenir. Vous qui nous rejoignez depuis les vastes étendues de la conscience, bienvenue à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un passage essentiel. De la connaissance en tant que simple contenu à la connaissance, en tant que véritable force motrice de transformation pour la vie et le futur. L'indice mondial de la connaissance et son impact réel sur les politiques mondiales. Nous nous réunissons sous les auspices de la Fondation Mohammed bin Rachid Al Maktoum pour la connaissance et du Programme des Nations Unies pour le développement, qui nous donne le courage de penser à un avenir meilleur, fondé sur des normes de développement mondial justes et responsables. Depuis la création, les alchimistes ont rêvé de transformer le plomb en or. Nous pratiquons une alchimie d'un autre genre, plus complexe, mais plus noble. Transformer les données brutes en sagesse, et les chiffres inertes en vie et en avenir. L'indice mondial de la connaissance est notre laboratoire, et les chiffres sont nos éléments primaires. Est-il possible qu'un simple chiffre puisse raconter l'intégralité de l'histoire, à chaque point précis que mesure un indicateur de connaissance? Un monde invisible, riche et complexe, se dissimule derrière la froideur des chiffres et l'immensité des données brutes. Il attend patiemment d'être découvert par celui ou celle qui saura le lire avec un regard conscient, une perspective ouverte et une âme véritablement passionnée. Quand nous examinons ce rapport, qui a intégré les données complètes de plus de 149 pays et des données variées de plus de 195 autres, nous ne voyons pas de simples chiffres, mais des esprits et des potentiels qui peuvent être exploités ou non, et des trajectoires d'avenir, des opportunités qui attendent que des actions concrètes y soient inscrites. La Suède, par exemple, se positionne en tête de ce classement avec un score de 68,3. Quant aux Émirats arabes unis, ils occupent la 26e place, ayant obtenu 60,9 points. Ce ne sont pas de simples chiffres, mais plutôt des signes éloquents de notre capacité à transformer la connaissance en une réalité concrète et palpable. Ou, comme me disait si bien Platon, la vérité se dissimule derrière les symboles. Elle requiert quelqu'un capable de les interpréter avec sagesse. Dans le domaine de l'enseignement pré-universitaire, les nations arabes ont enregistré un score de 64,1 points. En ce qui concerne les technologies de l'information et de la communication, on a 49,4 contre 48,2 à l'échelle mondiale. Alors que la recherche et l'innovation se situent toujours entre 31 et 45. Ce qui révèle un fossé entre les capacités intellectuelles et la capacité à les transformer en action. Comme le mentionne Nietzsche, ce qui est mesuré est ce qui est créé. La réflexion soulève une interrogation dont la réponse ne s'épuise jamais. La connaissance doit-elle être uniquement ratifiée, ou bien doit-elle être pleinement vécue et expérimentée? Devons-nous nous fier aux chiffres et aux statistiques pour tenter de déchiffrer et de comprendre ce que l'avenir nous regarde? Comme le fait remarquer Carl Sagan, la science n'est pas seulement connaître les faits, mais savoir où les trouver et pourquoi. Aujourd'hui, nous allons plonger avec vous dans un réseau intellectuel qui dépasse les données. Les esprits de notre session d'aujourd'hui sont ceux qui perçoivent le lien subtil entre les phénomènes avant même qu'ils ne semblent connectés. Ils transforment les questions les plus modestes en de vastes cartographies du savoir, afin de comprendre comment de simples indicateurs se muent en décisions politiques créatives qui modifient profondément la réalité de l'existence des individus et redéfinissent l'avenir. Je vous invite à accueillir chaleureusement nos estimés invités. Dr Maged Osman, directeur général du Centre Basera et ancien ministre égyptien des Communications et des Technologies de l'Information, est reconnu comme l'une des voix arabes les plus influentes et les plus éminentes pour son expertise dans la connexion des données à la prise de décision stratégique. Il dirige le Centre Basera, une institution pionnière et de premier plan dans le domaine de la mesure de l'opinion publique et de la transformation des preuves et des analyses en politique concrète et applicable. À mes côtés, Ladre Iman Al-Shara, directrice du Centre national de l'économie du savoir, du Conseil supérieur de la planification et du développement du Koweït. Experte dans la transformation de la connaissance en valeur économique réelle, elle dirige les efforts de son pays pour bâtir une économie fondée sur les compétences, l'innovation et la recherche. Elle œuvre à l'harmonisation des données avec la planification nationale du Koweït. Le professeur Hugo Hollanders est un expert international en mesure de l'innovation et le directeur adjoint de l'UNU-Mérite. Il est l'une des figures mondiales les plus éminentes en matière de méthodologie de mesure de la connaissance et de l'innovation.
Il a participé au développement des principes de mesure utilisés à l'échelle internationale. Ces travaux constituent la base sur laquelle de nombreux gouvernements s'appuient pour concevoir leur politique d'innovation. Encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser. La doctoresse Salima Brook, directrice du département de la stratégie et de l'excellence, sera légèrement en retard. Elle est directrice du pôle stratégie et excellence institutionnelle à l'ICESCO, une leader intellectuelle qui redéfinit la culture et l'éducation comme levier de développement et supervise des systèmes qui renforcent les capacités des nations en matière d'innovation, de science et de savoir. Bienvenue, Dr Sally. Nous allons commencer par vous, Dr Othman. Vous m'avez accusé d'avoir compliqué les questions. Docteur, allez-y. Une doctoresse et qui est engagée dans une relation officielle. Docteur Majed, vous avez énormément travaillé dans le domaine des données. On pourrait même dire que vous êtes le gourou arabe des données. De votre point de vue, comment les données se manifestent-elles dans l'indicateur? Il existe un fossé clair entre la capacité des gouvernements à les transformer en décisions. Comment construire une culture institutionnelle qui analyse les données de manière critique et non superficiellement ou, au mieux, de manière cognitive? Je vous écoute. Je vous remercie pour cette question. Et la vérité est que, avant d'apporter une réponse à cette interrogation, nous devons absolument réfléchir à la chaîne de valeur associée aux données, car les données en elles-mêmes ne sont pas une fin, mais un moyen pour une autre étape. Et je crois que nous parlons de données, puis d'informations, puis de prendre une décision rationnelle basée sur ces informations, puis d'élaborer des politiques intégrées basées sur ces informations, et ensuite, après les politiques. Peut-être que nous recommencerons si nous en voyons la nécessité. Donc, si nous adoptons cette perspective intégrée. Ce que tu veux dire, c'est qu'on doit partir des données, puis réfléchir, planifier, exécuter, évaluer et revenir. On est de retour, exactement, pas de santé. Nous devons considérer, je veux dire, pourquoi la culture institutionnelle est absente. Votre question même est « Pourquoi la culture institutionnelle manque-t-elle » Oui, et cette culture institutionnelle a toujours tendance à se transformer en une qui utilise les données à des fins de justification, plutôt que de manière neutre. La vérité est qu'établir une culture qui promeut l'interprétation critique et impartiale des données, cela représente un point absolument crucial pour le succès de toute décision ou l'efficacité de n'importe quelle politique publique. Commençons par nous demander, pourquoi cette culture institutionnelle est-elle absente en premier lieu? Je crois que cette culture institutionnelle fait défaut parce que... En ce qui concerne le domaine des données, nous avons un certain nombre de points où nous parlons des entrées et des sorties, des opérations, des processus opérationnels, des processus opérationnels. Et dans de nombreux cas, au sein des entités gouvernementales, on se base sur des indicateurs qui reflètent des intrants ou des processus. Alors, comment pouvons-nous ramener ces données et ces connaissances qui ont été créées aux gens? Comment cela peut-il leur revenir et comment cela peut-il leur être utile? Afin de transformer ces connaissances en un savoir positif, en examinant les données de manière constructive et de façon non biaisée, nous devons nous pencher sur il nous faut implanter la transparence et la reddition de comptes. Et nous devons nous assurer que nous n'avons pas à utiliser ces données uniquement pour nous-mêmes, mais plutôt à suivre le principe du savoir pour tous, où les données et les informations qui en découlent peuvent être librement partagées, et ne doivent en aucun cas être exclusives. Il s'agit donc du partage et de la gestion de l'ensemble du cycle. Donc, je pense, dans un grand nombre de cas, cela s'est avéré sélectif. Pour utiliser les données. Alors, si ces données sont vraiment basées sur mes propres intérêts, sur mes objectifs personnels, ou si elles correspondent à mon programme, disons, d'une manière politique, alors oui, je les utilise. Si ce n'est pas le cas, cela pourrait ne pas être utile. Ou alors, je ne les utiliserai pas du tout. C'est donc davantage un aspect cosmétique. C'est ce que vous voulez dire. Nous ne voulons pas la décision justifiée ou une décision que l'on ne fait que justifier
mais elle doit être bénéfique pour le public cible. J'irai. Nous nous tournons vers Madame Eman. L'indicateur montre clairement que l'investissement dans le capital humain, qui est au cœur de votre activité principale, n'aura pas l'impact escompté tant que nous ne parviendrons pas à garantir une vision véritablement globale et exhaustive. Pour protéger cet investissement et le capital humain, comment pouvons-nous combiner tous ces aspects et l'enseignement des compétences et des connaissances dans une approche globale? Impossible d'entendre l'orateur. Impossible d'entendre l'orateur. Veuillez demander à l'orateur d'utiliser le microphone. L'interprétation n'est pas possible. L'orateur n'emploie pas... Bon, revenons-y. Des mots tout à fait justes. Nous parlions du capital humain. Le capital humain est la pierre angulaire essentielle pour toute communauté. Peut-être que dans nos propres communautés, il existe un écart très évident, comme vous l'avez souligné, entre cet investissement dans le capital humain et les produits ou les résultats concrets qui en découlent. Dans de nombreuses cultures, lorsqu'on aborde la question du parrainage, il est important de considérer l'objectif fondamental et la manière dont le soutien est apporté. Dans les économies innovantes, c'est très limité. Ils ne voient pas un besoin massif d'innovation. C'est pourquoi nous voyons tous les parrainages. Même s'il y avait un investissement dans cet aspect, ce n'est pas un investissement majeur dans l'innovation. Et aussi y croire. Nous avons aussi une sorte de croyance, ou plutôt un manque de foi en l'innovation. Alors, comment pouvons-nous combiner l'éducation avec la technologie, les compétences et les données? Comment pouvons-nous les combiner tous ensemble? En ce qui concerne l'éducation, nous devrions la traduire rapidement en politiques concrètes que nous pouvons mettre en œuvre, ce qui inclut l'adaptation de l'enseignement aux exigences du marché du travail. Le deuxième point est l'apprentissage continu, surtout lorsqu'il s'agit d'acquérir de nouvelles compétences. Les compétences ne sont pas des choses figées. C'est un monde qui évolue à un rythme très rapide. Et par conséquent, nous devrions disposer d'un système complet, agile et résilient pour assurer l'apprentissage continu. Et je pense que c'est l'une des bonnes initiatives de Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum pour soutenir cet apprentissage permanent. Le troisième point est d'utiliser la technologie comme un moyen et non comme une garantie. La technologie est un moyen d'augmenter la qualité et la productivité de l'apprentissage. Alors, quelle est la manière résiliente ou la plus flexible de se connecter et de combler ces lacunes, et ce, très rapidement, afin d'assurer l'entrée et la sortie de l'éducation? Nous devons avoir une vision nationale très claire, ainsi que des politiques entre les pays qui se reflètent en ce qui concerne cet aspect. Professeur Hugo, compte tenu de vos travaux de longue date sur les métriques de la connaissance, quels sont, selon vous, les indicateurs les plus sensibles aux politiques publiques au sein de l'indice mondial de la connaissance, que les gouvernements ont souvent tendance à mal interpréter ou peut-être à sous-exploiter? Alors, d'accord. Merci beaucoup pour votre question. Je vais devoir enlever mon casque audio parce que c'est un peu déroutant pour moi. Je pense que cela dépend un peu. Si l'on considère la longue liste d'indicateurs présentés dans ce rapport, mais aussi dans d'autres publications, on peut les classer. Il y a des indicateurs qui sont plus, qui peuvent être plus directement influencés par les politiques, par le gouvernement. Il y a des indicateurs qui sont plus structurels, qui sont, disons, plus difficiles à changer à court et moyen terme, et ils sont plus modifiables à long terme. Ensuite, vous avez des indicateurs qui peuvent avoir un faible impact, d'autres un impact moyen, et d'autres encore un impact élevé. Donc, ce que vous recherchez, ce sont ces indicateurs sur lesquels, en tant que gouvernement, vous avez un impact direct pour les modifier à court et moyen terme, et qui ont également un impact important sur l'économie ou sur la société. Si je regarde, je n'ai pas tous les 115 indicateurs, donc, de l'indice mondial de la connaissance, présents à l'esprit. Mais généralement, je dirais de se concentrer sur quelques-uns d'entre eux. Si vous regardez, par exemple, les indicateurs liés à l'éducation, on peut dire que le gouvernement a un impact direct.
parce que par ces politiques éducatives qui peuvent avoir un impact par exemple sur l'afflux d'étudiants et sur la diplomation des étudiants. Cependant, si l'on considère l'impact des indicateurs d'éducation sur l'économie ou sur la société, ce n'est pas un effet à court terme, car on aura bien sûr un impact sur par exemple le nombre d'étudiants diplômés cette année, mais il faudra du temps pour que cela se développe pleinement et que ce début d'impact ait une portée beaucoup plus large sur par exemple la population en âge de travailler. Si je regarde par exemple l'indice qui est de mon préféré, celui de la recherche, du développement et de l'innovation, étant donné que je travaille sur ce sujet depuis très très longtemps. Eh bien ce qui peut aider, par exemple, ce sont les subventions. Des subventions de R&D, des crédits d'impôt qui peuvent aider les entreprises à investir davantage dans la recherche et le développement et, espérons-le, voir aussi qu'il y a eu des résultats plus positifs en matière d'innovation de produits ou de procédés. Donc cela dépend vraiment. Disons, les indicateurs sur lesquels la politique a un impact plus direct, et puis les indicateurs qui ont un impact rapide et également plus durable sur l'économie. Notre question à votre Excellence, elle porte spécifiquement sur l'indicateur. L'indicateur révèle clairement que le capital cognitif immatériel, tel que la culture, la langue et l'identité, a une relation directe avec la qualité du capital humain. Comment ces éléments, pris ensemble, impactent-ils la capacité des nations à formuler des politiques plus flexibles, plus durables et vraiment authentiques ? Je vous suis vraiment reconnaissant d'avoir soulevé cet aspect immatériel, pause, que nous considérons comme l'âme même de toute chose, pause, et la partie matérielle n'est en vérité que le corps. Nous comprenons qu'au cours des dernières décennies, l'attention prépondérante accordée à l'évaluation des connaissances s'est majoritairement focalisée sur sa dimension matérielle. Et cela est tout à fait naturel, car c'est l'aspect le plus aisé à quantifier. Cependant, je suis d'avis qu'après, ce degré de maturité tant cognitive qu'institutionnelle, conjointement avec la vaste accumulation d'expérience en ce qui concerne les indicateurs internationaux et les connaissances, a désormais rendu notre devoir impératif de Nous accordons une attention égale à l'aspect immatériel, à ce qui est intangible. La réalité est que nous ne proposons pas une transition vers une perspective entièrement nouvelle ou distincte. Nous mettons plutôt l'accent sur la profondeur de son intégration et sa complémentarité, soulignant son importance capitale. C'est en effet l'élément absolument essentiel que nous devons présenter et discuter avec le plus grand sérieux. Les compétences revêtent une importance capitale. L'infrastructure est également d'une importance cruciale. Cependant, nous devons établir une comparaison claire entre l'investissement que nous faisons dans les ressources humaines et le capital humain, et ce qui constitue exactement le capital culturel. Le capital culturel est tout ce qui est partagé. On pourrait dire, par exemple, que l'éducation offre à l'individu les ailes pour s'élever et prendre son envol. Mais la dimension culturelle, ou celle qui est fondée sur l'éthique et les valeurs, est la boussole qui indiquera véritablement à cette personne le chemin à suivre, quelle que soit la voie qu'elle choisira d'emprunter. Et son intégration complète est extrêmement importante pour nous si nous la possédons vraiment. Alors, si l'on se penche sur votre présentation, que ce soit sous l'angle international ou sociétal, ou même à un niveau institutionnel plus restreint, on constate que de nombreuses institutions, des infrastructures intégrées, se mettent en place en commençant par l'investissement dans le capital humain, les infrastructures technologiques, numériques, absolument tout. Et combien d'institutions sont véritablement capables de bâtir un héritage durable et de créer la profonde valeur civilisationnelle qu'elles laissent après elles? Bien sûr, quand on considère les grandes entreprises, ce qui constitue véritablement la valeur intrinsèque pour des sociétés comme Apple ou Google, ce ne sont pas seulement leurs produits tangibles, mais plutôt leur héritage durable, leur legs profond et pérenne. Ce même concept, cette idée fondamentale, si l'on veut, étend son application à des nations entières et à leur civilisation. L'innovation ne consiste pas seulement à recruter et former des gens, à les préparer et à établir une infrastructure numérique. Tous ne deviendront pas Google, et tous ne deviendront pas Apple. Il incarne cet esprit unique dont nous avons vraiment besoin. Alors, la question la plus ardue est, le comprenons-nous réellement? Nous en sommes conscients, mais s'agit-il de la mesure de tout ce qui est intangible? La mesure de tout ce qui est intangible est extrêmement difficile, en vérité. Par conséquent, il est présent, et je tiens à le préciser, bien entendu, du point de vue officiel de l'ICESCO. Étant donné notre focalisation constante sur les domaines de l'éducation, de la culture et de la science, et nos efforts inlassables pour rassembler tout ce patrimoine, cette culture immatérielle,
Est-il réellement possible pour nous de mesurer les dimensions non matérielles du savoir? Bien sûr, il y a un cadre sur lequel nous travaillons vraiment avec nos partenaires, le PNUD et la Fondation du savoir Mohamed bin Rachid Al Maktoum, depuis un certain temps déjà. Et nous présentons un indice très important, qui est l'indice de préparation civilisationnelle, ainsi que l'indice de préparation. Ces aspects civilisationnels reposent sur des facteurs mesurables. Par exemple, les valeurs cognitives. Quelles sont les valeurs qui existent dans la société, ou même celles qui sont présentes au sein des institutions? Comment percevons-nous le rôle de l'éducateur? Je veux dire, si nous insistons pour que la valeur de l'apprentissage reste élevée, quelle est alors la forme de l'enseignant? Quelle est sa véritable valeur? Quelle est la capacité de la société ou de l'institution à être vraiment ouverte? Sont-elles réellement ouvertes ou non? Quelle est leur réelle capacité à gérer efficacement les défis auxquels elles sont confrontées? Pas tout, je veux dire, les données à elles seules ne suffisent pas. L'apprentissage seul ne suffit pas non plus. Ce ne sont là que de simples outils, mais les valeurs cognitives représentent une composante absolument essentielle. La deuxième partie, tout aussi importante, est notre vision de l'avenir, la manière dont nous envisageons le futur et comment nous nous y projetons. Est-ce la société ou l'institution? Dans quelle mesure sa connexion avec l'avenir est-elle réellement ouverte? S'engage-t-elle activement avec le futur, agissant comme un acteur essentiel et un véritable influenceur? Et qu'en est-il des valeurs sociales dominantes? À quel point ces valeurs sociales sont-elles profondément ancrées dans l'institution ou la société en général? Quelle confiance est réellement intégrée à l'esprit de coopération et de collaboration? Les valeurs de coopération, à quel point toutes ces valeurs peuvent-elles être mesurées en observant la présence du comportement? Ainsi, cette dimension intangible, nous sommes en effet tout à fait capables de la mesurer. Cependant, à l'heure actuelle, les seuls indicateurs de connaissance ne seront pas suffisants ni complets, et nous serons véritablement incapables d'établir le cadre civilisationnel dans son intégralité et ses normes culturelles inhérentes. Car si nous possédons la connaissance elle-même, ce que nous choisissons d'en faire dépendra en fin de compte de votre propre perspective civilisationnelle. Est-ce que vous écoutez? Oh, bonjour. Pour corroborer les propos de votre Excellence, cette année, une nouvelle dimension a été introduite au cadre d'excellence de Dubaï, aux Émirats, connu sous le nom d'insights comportementaux. Les insights comportementaux constituent un critère extrêmement important parmi les normes de vision, et par conséquent, ils représentent une part significative du score global. Les insights comportementaux individuels englobent leur comportement, leurs valeurs fondamentales et leurs outils de communication. Cela implique la forme de communication. Il y a un héritage. Cela inclut aussi la plupart des dimensions que vous avez aimablement mentionnées, qui relèvent des critères des insights comportementaux. D'accord. Cela me fait penser à quelque chose lorsqu'on souhaite évaluer une institution en prenant en compte tout le potentiel qu'elle pourrait développer et que, sur le plan financier, elle bénéficie d'investissements colossaux. Mais lorsque l'on tient des réunions avec les dirigeants principaux, on y découvre toujours les mêmes schémas de pensée et les mêmes visions dépassées. Ainsi, aux plus hauts échelons de la direction, nous ne rencontrons jamais de problème concernant la vision stratégique ou la personne du leader. Mais lorsque l'on descend au niveau 1, ce même dirigeant est-il directement impliqué et parfaitement aligné avec les mécanismes mis en place pour concrétiser ces visions existantes ou non? Lorsque nous discutons des instruments, des outils pour mesurer le comportement et les valeurs qui sont spécifiques à l'organisation. J'aimerais vous poser une question, une assez importante. Voyez-vous, nous étions convenus, vous et moi, compte tenu de votre vaste expérience et de votre expertise reconnue en matière de données et d'affaires générales. De quoi s'agit-il exactement? Selon l'opinion générale, quels sont les indicateurs les plus trompeurs qui pourraient induire en erreur les décideurs à tous les niveaux? Quels sont les indicateurs qui risquent d'induire en erreur les indicateurs eux-mêmes? Les décideurs. Nous n'avons pas abordé la question des politiques, mais je vais en parler ici et maintenant. Alors, je suppose Il est persuadé de tout connaître absolument concernant les tendances de l'opinion publique. Et c'est une direction très claire et distincte, en effet, et une tendance très évidente. Et même dans les pays les plus avancés et très développés, cela représente un modèle que nous observons à très grande échelle. Et ces questions particulières représentent le plus grand danger et la plus grande criticité pour l'individu qui détient le pouvoir de décision, surtout lorsqu'on lui présente des données complètes concernant l'opinion publique et les tendances ou tout autre indicateur significatif. Ces indicateurs sont présentés de manière non professionnelle ou manquent d'éthique professionnelle, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir des erreurs professionnelles dans les calculs ou la sélection des échantillons. En définitive, c'est délibéré et parfois c'est dû à l'ignorance ou à l'intention dans les deux cas. Et permettez-moi de vous donner quelques exemples supplémentaires.
en supposant que les données aient été recueillies de manière professionnelle et éthique, et ainsi de suite. Très souvent, nous avons tendance à considérer la société comme une seule et unique communauté unifiée, et nous négligeons l'idée fondamentale de segmenter ou de diviser la société en groupes distincts. Pourtant, la segmentation ou les autres catégories sociales qui composent la société. Nous avons mené une enquête, vous savez, sur la perception du public concernant l'intelligence artificielle et ce que les gens en pensent vraiment. La perception générale de l'IA est-elle utile ou non, positive ou négative? On a 60% de positifs et 40% de négatifs. Les décideurs seront contents, mais si l'on fait des segmentations, on verra que les éducateurs, le secteur de l'éducation, auront une autre opinion. Les personnes instruites, les personnes civilisées et les personnes non civilisées, les personnes urbaines et les personnes bédouines, et les jeunes, les personnes d'âge moyen et les personnes âgées, alors il y aura des différenciations. Donc, en statistique, nous avons toujours la raison de... ce sont les différenciations qui sont la raison principale des statistiques. Dans les opinions, la structure physique, le physique et la santé, etc. Il n'y aurait alors pas de problème de mesure, mais le problème principal réside dans cette disparité. Et souvent, ce n'est pas adéquatement présenté aux décideurs, ce qui les amène à prendre de telles décisions. Et cela, bien sûr, conduit inévitablement à de très nombreuses catastrophes graves. Exactement. Donc, je pense que l'ensemble du processus de transfert, ou plutôt de transmission, des connaissances et des informations cruciales des experts techniques et des spécialistes aux décideurs est absolument essentiel. Il doit traverser une phase véritablement critique, qui exige une forme de contrôle spécifique quant à la qualité des données qui sont présentées. Cela englobe son intégrité professionnelle, la méthode précise de sa présentation et sa pertinence directe pour le décideur. Et à ce stade, je reviens à Via Future pour réaffirmer que nous ne parlons pas dans le vide. Nous nous inscrivons dans un cadre économique, social, politique et culturel important. Il est extrêmement important que ces données spécifiques s'y inscrivent. Par conséquent, il est tout à fait possible que les politiques mises en œuvre dans un pays donné ne soient pas appropriées pour chaque segment de la communauté. Il est essentiel que ces politiques soient détaillées et adaptées pour atteindre leurs objectifs. Cependant, il est aussi crucial qu'il n'y ait aucun biais dans leur présentation. Nous ne voulons pas annoncer de mauvaises nouvelles, mais de bonnes nouvelles. Et par conséquent, rien ne change vraiment dans les conditions des populations ou dans les politiques qui sont annoncées par les gouvernements. Par conséquent, ces questions et ce problème spécifique en particulier doivent être considérés avec le plus grand sérieux, car en réalité, de nombreuses transgressions ont lieu actuellement, et nous avons également constaté des violations dans de nombreux pays développés. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui se limite uniquement à la région arabe, mais ce genre de choses, elles se produisent certainement dans d'autres régions, mais il y a quelque chose qui nous manque. Vous savez, ça pourrait être présent ailleurs et se manifester ensuite. Mais ici, ce n'est peut-être pas le cas. Ou peut-être pas. Ce doit être par les associations scientifiques et les organisations de la société civile. Les associations scientifiques, plusieurs associations communautaires, ainsi que des centres de recherche. Donc, tant que vous avez le rôle, vous avez le... Alors, on essaie d'entendre l'orateur, en fait. Donc je suppose que il n'y a pas de solution vraiment assez bonne. Les informations qui sont disponibles ici et aussi pour accompagner le décideur dans ses choix. Je crois bien. Je crois bien que l'époque du fast-food est vraiment l'époque dominante en ce moment, l'époque actuelle. On trouve du fast-food absolument partout. De l'information rapide, du fast-food, encore de l'information rapide. C'est pourquoi nous devons absolument soutenir le décideur, car les diapositives devraient être d'une taille raisonnable, pas un nombre excessif de pages pour la présentation. Idéalement, une 50aine au maximum. Nous devons donc expliquer les choses de manière précise et intelligente, pas de façon maladroite. Alors, il faut que nous nous assurions d'une excellente qualité et il faut également que nous apportions de la variation dans ce que nous faisons. من خلال خبرتك في تصميم
problème de son. Les interprètes, les cabines d'interprétation n'entendent pas le son de l'intervenant. On s'excuse. L'interprète s'excuse, il y a un problème de son. L'interprète dit que le son est mieux maintenant. Est-ce que vous pouvez expliquer votre travail maintenant dans quelques états? Il a une très bonne expérience. Ce qu'on peut dire, on ne peut pas mesurer, on ne peut pas gérer. Donc, il faut nous préparer ici. Il faut préparer nous-mêmes pour utiliser les politiques ici. Donc, on a utilisé ces indicateurs, ces mesures. Au début, on voit l'emplacement autour du monde. On essaie de atteindre le top 20. À propos de ces écarts, on a commencé à faire des études afin de discuter afin de combler les fossés pour ces indices. Donc ils ont des études, on met plusieurs pour améliorer l'éducation et l'apprentissage. Et depuis j'ai des politiques, on vers une autre politique, un autre projet dans l'éducation d'université, secteur de l'éducation. Il faut combler les fossés, donc on a mis en place quelques politiques pour combler les fossés et réduire les écarts entre les communautés et dans un certain pays ou d'autres organisations de pays. On a décidé d'améliorer l'infrastructure numérique et les pays ont commencé à bouger vers un gouvernement numérique d'ailleurs. Ça a aidé le fait qu'on a mené beaucoup de discours avec des professeurs Peugeot, Hollander. Ces indices, ça n'a pas eu d'impact sur les politiques. D'ailleurs, il y a quelques supports. C'est dans les détails. C'est lié avec l'impact. Ils sont devenus des politiques et des vrais projets. Merci beaucoup. Encore une fois, on va bouger notre discours. Il y a quelques indicateurs qui ont montré des mouvements, des transformations, ceux qui sont plus adorés, plus aimés. De votre perspective, quelques-uns de ces changements nous donnent le signal pour les décideurs politiques qui se préparent pour l'avenir. Vous pouvez être prêts pour l'avenir. Parce que je ne porte pas la casque. C'est une question qui est difficile à répondre, poser la question à propos des changements. Parce que, par exemple, on peut faire une comparaison de résultats à travers le temps. Parce que ça inclut les résultats pendant une année. Si vous pouvez combiner les résultats entre des rapports différents, vous pouvez voir quels pays font mieux et quels pays font pire. C'est voir le développement de recherche et innovation. Moi, j'inviterai l'audience à aller voir le rapport de 2024 et le rapport de 2025 et de voir les différences. Parce qu'on voit des changements dans plusieurs des indicateurs. Il y a quelques-uns qui ont bougé. Il y a de nouveaux indicateurs. Mais le plus grand défi pour un gouvernement, c'est de voir l'amélioration au niveau des impacts. Comme gouvernement, par exemple, vous pouvez
augmenter les apports avec les subventions, les crédits d'impôt, les dépenses par les commerces, mais c'est l'import qui compte. Quel serait le résultat? Il y a les modèles, les technologies, l'innovation. Moi, je regardais les indicateurs qu'on peut dire que ce serait un impact. À la fin du compte, vous investissez de l'argent dans votre processus d'innovation. Et ce n'est pas le montant qui compte, c'est qu'est-ce que vous allez gagner de ce processus. Aussi l'indicateur le plus important pour moi, avec les indicateurs d'entrée, parce qu'il faut des entrées pour atteindre le résultat. Ce serait l'indicateur le plus intéressant comme décideur politique pour analyser et pour faire des évaluations. Et quand vous utilisez les rapports comme l'indice global de connaissances, quand vous reconnaissez, quand vous trouvez des domaines où vous ne faites pas bien, il faut trouver des pays qui font bien. Il faut passer au-delà de rapports comme l'indice global d'éducation. Il faut identifier quelles sont les politiques qui ont introduit les pays qui ont réussi. Et il faut voir si les politiques peuvent être plus pratiques et peuvent être mises en œuvre dans votre pays aussi. Si vous avez un rapport comme l'indice mondial, non seulement pour les données, pour identifier des domaines où vous êtes faible. Il faut identifier les pays où vous pouvez tirer les leçons. Il faut identifier les documents politiques pour comprendre pourquoi certains pays ont une meilleure performance que d'autres pays. Oui. Merci beaucoup, Dr. Hugo. Dr. Saleh. Dr. Saleh, quand vous travaillez ici, dans l'agence internationale, j'aimerais poser une question. Je dois vous poser une question. Il y a certains autres pays qui s'améliorent très vite. Quels sont les impacts? Quelles sont les raisons? Il y a beaucoup de compétences dans un monde qui change. Il y a des changements compréhensibles et durables. Donc, on essaie de faire autant qu'on peut ici pour s'appliquer. Je pense que comme Dr. Hugo a expliqué ici, ceci est très important. Il faut se concentrer ici au niveau international, au niveau local, et voir que d'autres pays ont réussi avec réalisation et certains pays n'ont pas réussi. Je pense que la différence, votre cadre, donc il faut travailler d'une manière plus proche à la coopération internationale entre les pays. Il y a des données à l'intérieur de certains pays, certains établissements, tu génères les données, mais on essaie de réaliser et d'autonomiser les minorités dans des aspects différents. Et comme son excellence, comme mentionné par le ministre, ces parties devraient être claires et évidentes. À l'autre côté, il devrait être d'autres explications pour toutes les personnes, non seulement pour les gens spécifiques. Et l'impact aussi. C'est très important d'avoir ceci dans beaucoup de pays. Avec Covid-19, on a trouvé que beaucoup de problèmes ont collapsé parce que c'était très faible. Sans soutien de la société, comme le ministre, son excellence, a expliqué les données, l'information devrait être bien utilisée, alignée avec les valeurs de la société. Et chaque partie devrait être bien expliquée. Donc on peut dire que l'équivalence est le facteur clé pour la durabilité.
Les valeurs sont très importantes. Sinon, on va collapser devant les clashs. Merci beaucoup. On va collapser devant les crises. Merci beaucoup. J'aimerais poser une question. On a parlé capital de culture, le capital être humain. On a abordé beaucoup de sujets ici. Il faut parler de beaucoup de points de vue différents et l'exécution de ces données. Et envers ces défis relevés d'une autre manière. On essaie de faire notre mieux. Comment est-ce qu'on peut supporter, comment les pays puissent aligner entre ces dimensions et pour combler les fossés entre l'éducation et la préparation pour l'avenir. On va commencer avec Dr. Hoffman, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour cette question très difficile. Il faut penser de ce sujet. C'est très important. Et le public et les commodités du public. Les données, c'est les... Tous les gens peuvent voir ceci et avoir accès ouvert. Et ça devrait être appliqué d'une manière pertinente. C'est le point très important ici. Vous allez voir la réponse ici. Elle est très importante. La culture d'organisation, de s'occuper et de faire attention à propos. Nous ne pouvons pas parler. Il y a une vision idéale de budget pour les décideurs politiques. Il faut avoir les données très fortes et l'information très forte. Comme le docteur a dit, la préparation urbaine est très importante aussi. Il faut avoir cette préparation. Donc, comment créer le premier ici? Ça doit être les morales, les gouvernances, pour avoir un soutien fort et la confiance pour atteindre les bons objectifs économiques et politiques économiques. Ça devrait être pour le groupe, pas pour les catégories. Ça va résoudre la question. Et le point de concurrence, c'est le point technique. Comment est-ce qu'on peut faire des décisions qui sont sages et correctes? Il faut être convaincu que voici ce qu'on doit faire. Désolé, je ne veux pas parler très longtemps. Je dois laisser l'espace pour mes collègues. La chose la plus importante, c'est la sensibilisation du public pour cette intégration de tout le monde. Les connaissances, il y avait l'intégration, il y avait un lien. Et le défi à relever, cela manque. Qu'est-ce que ça signifie par gestion des données ou l'économie de gestion? Le premier bénéfice qu'on a pu tirer, c'est la sensibilisation des gens. Au début, avec toutes les entités de gouvernement, on a pu sensibiliser les gens à propos de ce concept. Donc le pilier le plus important, c'est d'augmenter la sensibilisation pour que tout le monde devrait savoir qu'ils devraient travailler ensemble comme une unité pour
pour atteindre les résultats attendus. C'est une question très intéressante. Laissez-moi essayer de bouger dans une direction différente. On parle de l'indice de connaissance mondiale. Quel est l'impact en vrai monde des indicateurs en général? Je pense que j'ai plus que 25 ans d'expérience en parlant avec des indicateurs. Il s'agit de sensibilisation. Il faut sensibiliser les gens à propos d'un certain sujet. Dans ce cas-ci, il s'agit de connaissances. La plupart des gens sont au courant que les connaissances sont pertinentes et importantes. Il y a beaucoup de dimensions différentes pour la connaissance. C'est l'importance, c'est la création de connaissances à niveau différent. Ça va mener à des compétences basiques, la formation vocationnelle et formation université. Comment les connaissances sont utilisées, comment les connaissances sont diffusées, comment est-ce que les connaissances peuvent créer une valeur économique, mais une valeur sociale. Beaucoup de ces aspects sont inclus dans l'indice de connaissances globales, mais pas dans beaucoup de détails, pas dans le niveau de détail nécessaire. C'est un exercice physique, donc vous allez puis créer votre indice de connaissances sur les données qui sont disponibles, mais quelquefois il y a certains aspects. Il y a quelques aspects qui ne sont pas disponibles dans les données. Donc les décideurs politiques doivent être au courant non seulement quels sont les besoins actuels au niveau de connaissances mondiales, où est-ce que les connaissances sont en train d'évoluer, quel sera l'impact de l'IA et comment est-ce qu'on peut capturer ceci. Il s'agit non seulement de l'indice de connaissances qui aide les décideurs politiques. Les décideurs politiques devraient aider leur indice de connaissances pour rendre quelque chose clair, pour voir quelles sont les attentes nécessaires dans les nouvelles données, avec ceci comme l'indice de connaissances d'ici 3 ans, 5 ans. De mon expérience, les systèmes de statistiques bougent lentement. Même si décideurs politiques, si vous êtes convaincu que c'est important, il faut convaincre les collègues dans le bureau. Ils doivent céder une activité actuelle et le remplacer avec une nouvelle activité pour collecte de données. Il faut avoir des décideurs politiques qui sont actifs, qui pensent à l'avenir et pour collectionner les données nécessaires pour vous aider à comprendre, pour voir comment le collecte de données est en train de développer dans votre pays et quelles sont les données on a besoin pour mieux comprendre comment est-ce que les pays sont en train d'évoluer et s'ils font la meilleure utilisation possible de leur potentiel. Avec les valeurs très importantes, quand il s'agit de l'éducation corporate, si l'éducation continue, c'est très important d'avoir une vision compréhensive et nous apprenons, moi je représente le monde arabe islamique, il y a des leçons à tirer pour les cultures depuis le début. Le premier objectif en commun, c'est de mettre l'accent sur l'éducation et les connaissances. Après, cette culture a bougé de Chine vers l'Europe. Je ne dis pas, c'est l'écart culturel, un moment d'application de ces connaissances. Un des leçons à tirer très important, c'est de voir où sont les écarts dans les États islamiques, dans la culture, où on a compté, on a sélectionné les données, comme son excellent M. Saïd. Quelques-uns des peuples ont décidé de faire un sondage à propos de l'imprimer ou de taper sur un clavier. Ils ont dit que ça a un impact sur l'écriture du Coran, de ne pas permettre la technologie d'imprimer. Ça n'est pas entré dans la culture. Donc il faut être strict et sévère au niveau des aspects culturels.
dans ces secteurs différents. C'est une déclaration importante. Et j'espère que nous resterons ensemble pour des heures pour avoir plus de valeur. Mais pour toutes les choses, si ça ne continue pas, ce sera la fin de toutes les choses. C'est quelque chose, il y a des données qu'on ignore. Parce que les données pour dire que le plus d'accord avec plus de risques, ce n'est pas l'éducation et l'innovation, c'est ce que nous mesurons et ce que nous choisissons à mesurer. Donc, quand il s'agit des chiffres, quand nous sommes là pour les prises de décision, les cosmétiques, notre session aujourd'hui a dit que les mesures de connaissance sont propos de la concurrence entre les pays, c'est pour bénéficier les êtres humains, qui habitent dans un monde compliqué. Chaque indicateur dans ce rapport peut être une réflexion de la vie quotidienne des gens. Il faut avoir un nouvel courage de comment transformer les rapports de l'avenir. Comment le connaissance peut être un pouvoir qui autonomise les gens. C'est non seulement des rapports prêts à publier. Merci beaucoup, Dr. Majid Adnan, Dr. Salim Mabrouk, Dr. Amani Shaba et Dr. Hugo Hollander. Merci beaucoup. C'est très fascinant votre séance. Merci beaucoup pour l'inspiration que vous nous avez donnée avec de nouvelles questions, de nouvelles idées sur lesquelles on va réfléchir. Nous allons continuer.